Guten Tag, bonjour et bienvenue dans Europa 2024, le podcast IFRI Cerfa Slate sur ce sujet craint par toutes les rédactions, les élections européennes de 2024. Pour couvrir la campagne en cours et décrypter les enjeux de ce rendez-vous démocratique si important et si souvent mal compris, nous nous retrouvons chaque semaine avec Jeannette Zus, chercheuse au Cerfa et à l'IFRI. Bonjour Jeannette. Bonjour Christophe. Lors de son premier discours sur l'Europe en 2017, le président français Emmanuel Macron avait appelé de ses vœux une Europe qui protège. Ça, c'était avant le Covid et avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, une guerre dont les conséquences se sont faites immédiatement sentir avec le déclenchement d'une crise énergétique et l'envolée de l'inflation. Deux événements, Covid et guerre, qui ont mis donc l'Europe face à ses responsabilités. Une Europe qui pourrait connaître une troisième crise sociale, celle-là, matérialisée par la montée en puissance des mouvements populistes un peu partout dans l'Union. Alors, l'Europe protège-t-elle vraiment ses citoyens ? Peut-elle être plus sociale ? Nous en parlons avec nos deux invités de cet épisode. Étienne Dubslav, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en études germaniques à l'université Paul Valéry à Montpellier et vous êtes membre du Centre de recherche et d'études germaniques. Vous avez publié la monographie Oser plus de social-démocratie chez Peter Lang en 2019. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Benjamin Schreiber. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes attaché de recherche au bureau parisien de la fondation Friedrich Ebert, une fondation politique allemande proche des sociodémocrates, le SPD donc. Vous avez été assistant parlementaire au Bundestag, le parlement allemand, entre 2006 et 2009. Et pour commencer notre épisode, nous allons nous interroger dans un premier temps sur le concept même de ce qu'on comprend par Europe qui protège. Benjamin Schreiber, est-ce que c'est pas une conception très franco-française finalement ? Oui, c'est très français. Bon, il faut dire que maintenant, c'est une expression qui est aussi utilisée désormais par le SPD également. Ils utilisent cette notion maintenant depuis quelques années. On va dire qu'en France, c'est dans l'univers mental français, politico-culturel, c'est un concept qui cohabite avec d'autres termes ou concepts typiquement français du type Europe puissance et souveraineté européenne. Ça fait longtemps que tous les partis, d'ailleurs, qu'ils soient de droite ou de gauche, se servent de ce concept d'Europe qui protège et qu'ils essayent de développer un récit qui est compatible avec l'image que se fait la France d'elle-même et l'image que se fait la France d'elle-même en Europe. Et donc, par rapport à ce que vient de dire Benjamin Schreiber, ein Europa das schützt, une Europe qui protège, côté allemand, comment c'est perçu Alors, ce qui est frappant quand on regarde le programme actuel du SPD, c'est que on pourrait le surtitrer l'Europe qui protège, d'une manière tous azimuts en fait, puisque vous avez la protection de la paix, donc empêcher la guerre. Vous avez la protection de la liberté individuelle. Vous avez la protection de l'autodétermination. Vous avez, et c'est là qu'on est plus sur le terrain social, vous avez la protection des bonnes conditions de travail, la protection des droits sociaux qui s'inscrit plus largement dans une dynamique d'Europe qui protège. Donc les sociodémocrates vraiment mettent en avant cette Europe qui protège et qui est une avancée, en fait, un plus pour les Allemands. De quoi faut-il en fait protéger les citoyens ? Si on le prend à rebours, si on veut, assurer la paix, c'est donc assurer la défense, donc protéger d'une guerre, protéger d'une invasion éventuelle venue de l'Est, venue de Russie, puisque nous avons cette guerre aux portes de l'Europe. Protéger la liberté, c'est un combat social-démocrate que mène tout particulièrement la candidate ou la tête de liste social-démocrate Katharina Barley contre les autocraties ou ce qu'on appelle les démocraties illibérales en Europe, nommément Viktor Orban. Et enfin, la protection sociale, ça serait lutter contre l'image d'un dumping social qui vienne non seulement de l'extérieur de l'Europe, mais aussi en Europe même. Et donc, là encore, de faire de l'Europe non pas un ennemi de l'Allemagne, ou de la France d'ailleurs, mais un support de force des pays européens. Benjamin Schreiber, est-ce que les Français attendent les mêmes besoins de protection de la part de l'Europe que les Allemands ? Est-ce que ce sont les mêmes thèmes ? C'est à peu près les mêmes thèmes, ils s'articulent de manière différente au niveau politique, mais ces besoins sont beaucoup plus importants encore qu'en Allemagne, même si du côté allemand, les sondages indiquent qu'il y a un besoin de plus en plus important de protection. Je dirais que pour les Français, en lien avec l'Europe, c'est quasiment une question existentielle maintenant. C'est qu'il y a une interrogation sur la nature de l'Europe et de dire, et je prends pour exemple les citations, en tout cas les discours d'Emmanuel Macron en 2017, le discours de la Sorbonne, c'était « l'Europe peut disparaître », puis au dernier discours, c'était « l'Europe peut mourir ». Donc on a vraiment l'impression que pour les Français, c'est quasiment une question de vie ou de mort pour l'Union européenne et pour l'adhésion des Français à l'Union européenne. Une Europe qui ne protégerait pas, ce ne serait pas une Europe absolument concevable dans l'esprit français ou dans l'inconscient collectif. Oui, on est passé d'une Europe qui protège à protéger l'Europe dans le discours du président Macron. Dans quelle mesure l'Europe est capable de protéger ses citoyens ? Est-ce qu'elle a des compétences qui lui permettent d'assurer cette protection-là ou est-ce que ça relève plutôt des États ?
Alors en matière de protection et de protection sociale, l'Europe n'a pas de compétences exclusives en la matière. Compétences exclusives, ça veut dire que l'Europe pourrait décider avec un vote au Conseil à la majorité qualifiée, avec un rôle très très important joué par les institutions européennes, de faire de la politique sociale comme on en fait dans les États membres. Ce n'est pas le cas, c'est une compétence qui reste dans les mains des États membres. Malgré tout, l'Europe sociale avance et il y a plusieurs instruments pour pouvoir le réaliser. Je dirais qu'il y a deux instruments, il y a deux manières de faire. La première manière de faire, c'est de faire de la législation européenne, c'est d'avoir une législation européenne qui est contraignante. Ça veut dire qu'il y a un vote à l'unanimité, mais ça n'empêche pas la dynamique politique, le volontarisme, l'action. Et donc, on peut voter des directives qui sont ensuite votées par le Parlement européen et le Conseil des ministres et qui sont ensuite transposées dans les législations nationales. Donc ça, c'est une première possibilité, mais ça demande un rapport de force politique important pour ceux qui veulent faire avancer l'Europe sociale. La deuxième chose, c'est de plutôt avancer en utilisant un instrument qui est non contraignant. Et donc là, ça serait plutôt en passant par la coordination des politiques nationales. Et là, on a plusieurs façons de s'y prendre. Je vais donner juste un seul exemple. En 2017, il a été voté et adopté le socle européen des droits sociaux. Et ce socle, il fixe un certain nombre de principes et d'objectifs à atteindre pour les États membres. C'est comme une feuille de route. Les États membres s'entendent sur un certain nombre d'objectifs en matière de qualité de l'emploi, en matière de pauvreté, en matière d'accès à l'emploi, de formation, jusqu'à 2030 en l'occurrence. Et ensuite, ils essayent chaque année, dans le cadre des semestres européens, qui normalement font de la coordination économique, là, ils peuvent aussi faire du social dans ce cadre-là et se fixer des objectifs ambitieux en la matière. Étienne de Psaff, en France, régulièrement, on a la crainte d'une Europe qui libéralise trop, qui dérégule et justement qui ne protège pas du tout. C'est souvent instrumentalisé par les partis d'extrême gauche ou d'extrême droite. Il y a eu une polémique il y a quelques années sur celle du plombier polonais, avec la peur que les plombiers polonais viennent voler le travail des plombiers français. Donc c'était une illustration, une caricature de ce qui pouvait être présenté comme une dérégulation. Est-ce que les Allemands ont cette même peur? Est-ce qu'ils ont cette même vision d'une Europe trop libérale qui ne protège pas assez? Oui, tout à fait. Cette peur, elle existe du plombier polonais, on a l'équivalent en allemand. Et d'ailleurs, il est frappant de voir que là où l'extrême droite a percé en premier, c'est notamment en Saxe, qui est limitrophe avec la République tchèque. Alors, c'est pas la Pologne, mais enfin, c'est pas loin. Et cette peur, effectivement, de se faire happer par les travailleurs d'Europe de l'Est. C'était d'ailleurs l'un des arguments majeurs contre l'introduction du salaire minimum en Allemagne. C'était que les salaires seraient trop élevés et entraînerait une encore plus grande concurrence de l'Est sans salaire minimum. Donc oui, il y a cette peur en Allemagne aussi. Néanmoins, on sait que l'Allemagne, notamment les services sociaux, enfin tout ce qui est travail social, a vraiment besoin du centre européen pour fonctionner. Donc on sait que par ailleurs, on peut être contre, mais par ailleurs, l'Allemagne a vraiment besoin aussi de ces travailleurs venus de l'Est. Et est-ce que traditionnellement, il n'y a pas aussi cette fibre en partie libérale qui est assez ancrée et une économie aussi de l'Allemagne qui est ouverte, beaucoup plus ouverte, qui est vraiment mondialisée. Donc cette ouverture vers le monde qui s'inscrit aussi dans une certaine culture politique. Ça dépasse aussi les sociodémocrates, effectivement. Les Allemands, je dirais, sont plus largement pro-européens. Et on sait que l'Allemagne a joué un rôle essentiel dans l'élargissement il y a 20 ans vers l'Est. C'est aussi parce que l'Allemagne y voyait un véritable intérêt, ce qui d'ailleurs a vraiment décalé le centre de gravité de l'Europe vers l'Est, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Allemagne de l'extrême Est au temps de la guerre froide se retrouve maintenant en plein centre de l'Union européenne. Donc oui, tout à fait, il y a un plus fort libéralisme ou inversement, beaucoup moins de dirigisme aussi qu'en France. Je vous propose d'écouter Gabriele Bischoff. Gabriele Bischoff est eurodéputée du SPD, les sociodémocrates allemands. Elle est vice-présidente du groupe SND, qui sont les sociodémocrates au Parlement européen. Elle est aussi membre de la Commission de l'emploi et des affaires sociales. Jeannette, vous lui avez demandé quelles avaient été les avancées réalisées en Europe grâce aux sociodémocrates sur la dernière législature. Nous avons créé l'Europe qui protège. Et c'est ce que nous avons montré ces 5 dernières années en veillant à ce qu'il y ait une directive sur le salaire minimum pour lutter contre la pauvreté, afin de mettre fin aux emplois précaires dans une économie ubérisée. Un projet que Macron a jusqu'au bout tenté d'empêcher. Nous voulons créer des emplois de qualité. Nous n'avons toujours pas de mobilité équitable de la main-d'œuvre. Les personnes originaires de pays tiers ou d'Europe de l'Est sont souvent exploitées. Nous voulons une réforme de l'autorité européenne du travail, des contrôles plus efficaces, afin que cette mobilité équitable puisse être réellement mise en œuvre. Et cela touche beaucoup de gens. Comment pouvons-nous vraiment faire en sorte qu'il y ait moins de personnes pauvres en Europe ?
L'objectif que nous nous sommes fixés, à savoir une réduction du nombre de personnes en situation de pauvreté, 15 millions actuellement, dont 5 millions d'enfants, que nous voulons sortir de la pauvreté, nous n'y arriverons pas si nous n'intensifions pas nos efforts. C'est pourquoi nous nous engageons vraiment en faveur d'une directive cadre pour des systèmes de garantie de base appropriés, ce que nous appelons en Europe un revenu minimum européen. C'est vraiment un projet très important qui doit être mis en œuvre au cours de la prochaine législature. Effektivere Kontrollen, damit faire Mobilität auch wirklich durchgesetzt werden kann. On vient d'écouter tout un tas de propositions assez concrètes de ce qui reste à faire et ce qui a été déjà réalisé. Par exemple, la mise en place d'un salaire minimum ou la réglementation sur les travailleurs de plateforme. Mais est-ce que ces politiques sont-elles vraiment une avancée des sociodémocrates? À quel point ces avancées ont été réalisées grâce aux sociodémocrates au Parlement européen? Ou est-ce que Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, n'est-elle pas aussi un peu social-démocrate? Benjamin Schreiber. Non, je pense pas qu'elle soit social-démocrate. Je pense qu'elle est tout à fait dans son rôle de présidente de la Commission européenne. Il y a eu un changement de paradigme, si j'ose dire, en Europe dans les dernières années, et elle a fait partie de ce changement-là, d'un axe social beaucoup plus affirmé de l'Union européenne. Il y a eu une prise de conscience que si la logique économique et des politiques de concurrence européenne arrivait à son terme dans les années suivantes, on allait droit au crash. Et je crois que c'était un réflexe qui était bienvenu, mais ces types de politiques n'ont pu être votés qu'avec le vote de l'ensemble du groupe des sociaux-démocrates européens au Parlement. Et au Parlement européen, c'est toujours la même chose. Il faut toujours trouver des voies de passage pour atteindre des objectifs en matière sociale. Le groupe social-démocrate, lui seul, ne peut pas faire passer tous ces votes. Donc, il y a toujours toute une série de compromis entre les uns et les autres pour essayer d'atteindre les objectifs. Et de manière générale, les groupes au Parlement européen ont une tendance plus volontariste, plus progressiste que la représentation de ces mêmes groupes dans les États nationaux. Oui, parce qu'il faut rappeler que les SD, les sociodémocrates européens, sont 144 au Parlement européen sur 705 sièges. C'est le deuxième groupe, la deuxième force du Parlement européen, derrière le Parti populaire qui est le conservateur, qui correspond aux républicains en France et au CDU-CSU en Europe, et suivi après troisième groupe de Renew Europe, les libéraux. En France, les macronistes, avec qui ils ont passé des accords, avec qui ils ont travaillé, les sociodémocrates, pour toutes ces avancées. Je crois que d'une manière générale, on pourrait quasiment parler d'une grande coalition au niveau européen entre les conservateurs et les sociodémocrates. Alors, pour revenir peut-être à la question de Madame von der Leyen, on faisait le même procès ou alors le même compliment à Angela Merkel en disant que c'était une social-démocrate ou qu'elle avait social-démocratisé la CDU en son temps, les chrétiens-démocrates allemands. Je pense pas que ça soit vrai. En revanche, ces deux femmes, effectivement, n'appartiennent pas aux ailes conservatrices de leur parti. Et donc, de ce point de vue-là, il y a sur certains points quand même des points d'accord. N'oublions pas aussi que jusqu'en 2021, les sociodémocrates et les chrétiens-démocrates travaillaient ensemble au niveau fédéral allemand. Et donc, ce sont des gens qui se connaissent aussi très bien. Madame von der Leyen a été collègue de gouvernement avec Madame Barley, par exemple. Il y a vraiment des passerelles. Ceci dit, je ne pense pas que la droite européenne se soit vraiment social-démocratisée. Et d'ailleurs, il y a des partis quand même très conservateurs aussi dans cette alliance. Justement, pour rebondir sur ce niveau donc, national, vous avez fait référence à Angela Merkel, l'ancienne chancelière. Maintenant, on a Olaf Scholz au gouvernement. Comment voyez-vous, Étienne Dupslaf, le profil social des sociodémocrates allemands donc à l'échelle nationale sous le chancelier Olaf Scholz? Il représente quelle aile? Alors, historiquement, Olaf Scholz est un Netzwerker, c'est-à-dire l'aile pragmatique ou centriste, dirons-nous, de la social-démocratie. Néanmoins, on observe une regauchisation du SPD dans la deuxième moitié des années 2010 qui s'est traduit par des politiques en Allemagne qu'on retrouve d'ailleurs dans ce qui a été fait récemment en Europe et ce qui est dans le programme actuel des sociodémocrates. J'ai nommé le salaire minimum que les sociodémocrates ont imposé à la chancelière Merkel pour reformer une coalition en 2013 et qui donc est devenue une réalité aussi au niveau européen. Je cite un autre exemple, la construction d'un habitat social et ou à loyer accessible, dirais-je, pour des classes moyennes. Donc pas seulement social, mais aussi accessible à des classes moyennes pour éviter la gentrification qu'on observe non seulement à Paris ou à Berlin, mais aussi de plus en plus dans d'autres grandes villes allemandes qui n'y sont pas forcément habituées, puisqu'on a l'habitude d'avoir un logement plutôt abordable en Allemagne
par rapport à la France. Tout ça pour dire qu'on a une regauchisation du SPD que Olaf Scholz met en place aussi en Allemagne. Et on observe que pour la campagne qui s'ouvre, là tout juste, il y a beaucoup de rendez-vous communs prévus entre Katharina Barley et le chancelier allemand. Ils vont faire campagne ensemble, ils sont régulièrement ensemble sur les affiches, alors même qu'Olaf Scholz n'est pas forcément un chancelier extrêmement populaire, même au contraire, plutôt impopulaire. Mais Katharina Barley mise sur la responsabilité de gouvernement d'Olaf Scholz en Allemagne, peut-être aussi comme moteur de l'Union européenne, et mise sur des efforts communs entre le gouvernement fédéral allemand et les sociodémocrates en Europe. Donc la crise du logement, c'est un sujet qui est aussi extrêmement important pour Place Publique, donc pour la liste électorale de Raphaël Glucksmann, qui est la tête de liste du Parti socialiste. En France, Benjamin Schreiber, ça c'est un sujet qui est peut-être un des sujets ou des enjeux communs des sociodémocrates et des socialistes français et allemands. Mais sinon, voyez-vous des différences majeures entre les différentes forces, donc entre le PS et les sociodémocrates concernant l'Europe sociale ? De manière générale, je dirais que ils sont dans le même parti. La direction prise du point de vue économique et social est à peu près la même. Le message, les solutions, on retrouve énormément de choses qui s'inscrivent dans le programme du Parti socialiste européen, que ce soit en matière de politique industrielle, d'emploi, d'investissement public, très important, ou même la question sociale de manière générale. Mais si on va dans le détail, on voit quand même des nuances, des grosses nuances. Et ces nuances, elles sont aussi le reflet de l'identité nationale de ces partis. Le PS est français, le SPD est allemand, et ça, on n'y peut rien. Je dirais que, en comparaison avec le SPD, par exemple, le PS a des positions maximalistes ou plus précises en matière d'augmentation du budget européen. Ça, c'est une première chose. Il cite un horizon de budget européen à 5% du PIB. On est à 1% à peu près du PIB actuellement. C'est le genre de choses que le SPD ne dirait pas. Il y a une perspective, mais ils sont beaucoup plus volontaristes dans ce domaine. C'est la même chose pour l'endettement européen commun. Le PS reproduit un certain nombre de revendications françaises et le SPD, en réponse, laisse voir entre les lignes qu'ils ne sont pas opposés à un plus grand investissement commun et une plus grande dette commune, mais ils sont beaucoup moins offensifs en la matière. Et puis, il y a aussi la question fiscale. Le PS revendique des instruments beaucoup plus importants en matière fiscale. Il y a le grand exemple qui est beaucoup poussé dans la campagne actuelle, c'est la taxe européenne sur les grandes fortunes. Voilà. Ça, c'est vraiment l'une des propositions majeures de la liste PS Place Publique dans les élections européennes. Alors que côté SPD, on est effectivement beaucoup plus pragmatique. On est plus ouvert aussi sur les questions commerciales du fait de la position de l'Allemagne et de son intégration dans le commerce international. Et je dirais, on pense aussi un peu plus à l'allemande, c'est-à-dire l'intendance. On pense beaucoup aux infrastructures, on pense beaucoup à faciliter les procédures pour faire les travaux, aller vite, être efficace, etc., etc. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres de l'approche pragmatique du SPD dans ce domaine. Juste une précision, c'est tout bête, mais les sociodémocrates sont aux affaires en Allemagne alors qu'ils sont dans l'opposition en France. C'est-à-dire que les Allemands seraient obligés de payer aussi si ces politiques voient le jour. Le PS a beau jeu de demander ça, ce ne serait pas eux d'assumer les conséquences financières de ces investissements. Voilà, sachant que le chancelier actuel est aussi l'ancien chancelier de finances. Voilà, et qui doit aussi sa renommée quand même à avoir réussi à maintenir ce qu'on appelait le zéro noir, c'est-à-dire le non-réendettement de l'Allemagne au milieu des années 2010, et donc à maintenir quand même des finances saines. Alors, je vous propose de balayer les autres thèmes de campagne défendus par les sociodémocrates. Ils ne sont pas que sur des questions sociales. Jeannette, vous avez demandé à Gabriel Bischoff quels étaient les autres sujets importants pour le SPD. Europa steht wirklich vor einem gewaltigen Berg an Herausforderungen. L'Europe est vraiment confrontée à une montagne de défis. Les conséquences de la crise consécutive à la pandémie du Covid sont encore clairement perceptibles pour de nombreuses personnes, tout comme celle de la guerre en Ukraine qui a entraîné une hausse des prix et une inquiétude pour l'avenir. En même temps, nous voulons et nous devons aussi maîtriser la transition verte et numérique, et cela dans un moment où nous faisons face partout à une pénurie de spécialistes et de main-d'œuvre dans le secteur. Si nous regardons les derniers sondages, l'Eurobaromètre par exemple, nous voyons que les gens s'inquiètent vraiment surtout de l'augmentation de la pauvreté. Mais on pourra compter à l'avenir sur des emplois qualifiés et stables. Enfin, un thème qui préoccupe vraiment est la question suivante. Comment renforcer et défendre la démocratie ? Comment pouvons-nous protéger l'Europe contre ceux qui veulent la détruire,
ceux qui pactisent avec des régimes autoritaires ou qui se laissent acheter par eux. Benjamin Schreiber, est-ce que ces thèmes sont aussi défendus par les sociodémocrates français ? Oui, absolument. On retrouve tout à fait une grande partie du programme du Parti socialiste et de Place publique pour les élections européennes. Je dirais que l'enjeu principal pour eux, c'est de revendiquer un récit positif et des propositions positives pour faire de la transformation écologique le moteur d'une nouvelle aventure industrielle en matière d'emploi. Donc on a vraiment l'idée de européaniser la chaîne de valeur de production en Europe. Ça, c'est un point commun avec le SPD qui est énorme. Et puis la deuxième chose, c'est d'apporter le niveau de protection, de sécurité et de perspective pour les travailleuses et travailleurs français et européens. Et par rapport à cette politique environnementale, cette politique du pacte vert, on dit on ne dévie pas des normes. On respecte les normes parce qu'il y a une sorte d'insurrection sur les normes environnementale qui se déploie depuis maintenant de nombreux mois. Et l'idée est de dire, nous, on ne dévie pas des trajectoires de la transition écologique, mais si on ne dévie pas, il faut investir massivement. Donc on investit massivement, on garantit la sécurité de l'emploi. Et puis, par ailleurs, la petite différence du PS avec le SPD, c'est que cette dimension de transition écologique, il en fait une campagne environnementaliste. Là où le SPD va vraiment se projeter dans l'emploi et dans la sécurité, le PS rajoute une couche en disant il nous faut une révolution écologique, il nous faut du protectionnisme écologique européen. On voit quand même les nuances très très importantes entre les deux partis, et de cette matrice va découler l'ensemble des politiques publiques européennes que défend le PS en matière de santé publique, même en matière de géopolitique, en matière de politique industrielle, en matière sociale, etc. Benjamin Schreiber, Étienne Dubsleff l'a rappelé tout à l'heure, si les sociodémocrates sont au pouvoir en Allemagne, ils sont plutôt réduits à peau de chagrin en France. Pourtant, la liste Place publique PS, menée par Raphaël Glucksmann, connaît une dynamique peut-être un peu inattendue. Est-ce que vous pensez que c'est par une adhésion à son programme ? Est-ce que vous pensez que c'est peut-être par un rejet de la politique gouvernementale, rejet qui ne trouverait pas une expression dans le Rassemblement national ? Comment vous analysez cette percée assez inattendue, il faut l'avouer ? Je pense qu'il y a un peu des deux, effectivement. La première chose, c'est qu'un espace politique à gauche s'est ouvert lors des derniers mois à la faveur de la faiblesse de 3 partis politiques concurrents. Donc effectivement, Renaissance, le parti du président, glisse de plus en plus vers la droite et a ouvert l'espace pour la liste PS, Place publique, et les difficultés des écologistes et de LFI de l'autre côté ont induit une fuite de ces électeurs ou d'une partie de ces électeurs vers la liste de Raphaël Glucksmann. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est, je pense qu'ils font une bonne campagne. Ils ont un discours clair, ils ont un positionnement clair. Raphaël Glucksmann est identifié comme un personnage ou une personne politique, un responsable politique qui a l'expérience. Et puis, peut-être qu'il y a également le fait qu'il soit pas directement du PS. C'est-à-dire que peut-être de la part d'un certain segment de l'électorat de centre-gauche, il y a une petite musique qui est différente que si elle était jouée par un des représentants du PS, puisque la question de la division de la gauche pendant le référendum de 2005 entre le oui et le non au traité constitutionnel européen ne se pose pas. Et peut-être que, d'une part, ça permet d'unifier l'électorat des sympathisants socialistes, voire plus, et de l'autre, voilà, on élargit la base électorale. Raphaël Glucksmann, il est au Parlement depuis 2019, donc il a pu peut-être se construire aussi une certaine réputation. Est-ce que ça vaut aussi pour la tête de liste pour les sociodémocrates allemands, donc Katharina Barley, qui se représente elle aussi ? Tout à fait. Elle a quitté le gouvernement allemand dans lequel elle était à la fin ministre de la Justice de Angela Merkel dans un gouvernement de grande coalition pour aller mener la liste du SPD en 2019. Alors, le score de Madame Barley en 2019 était très faible. Le SPD avait perdu 11% pour s'établir à 15,8 à peu près. C'est à peu près à ce niveau qu'elle est aujourd'hui, ce qui est aussi le taux du SPD au niveau national allemand. Mais elle limite un peu la casse, première chose. Deuxième chose, elle s'est fait élire directement comme vice-présidente du Parlement européen et y a joué un rôle de premier plan comme protectrice des droits fondamentaux et de la démocratie en Allemagne. Et donc, elle mise beaucoup dessus et sa campagne mise énormément dessus sur nous, sociodémocrates, allemands en l'occurrence, mais avec les alliés socialistes d'Europe, nous sommes la force qui viendra éviter l'extrême droitisation de l'Europe, éviter aussi les autocrates en Europe. Il y a la tentation
de Madame Barley de couper les vivres aux pays qui ne respectent pas les droits de l'homme, mais aussi, on l'a entendu dans l'extrait de la députée social-démocrate, l'idée aussi de couper les vivres à tout pays qui ne joue pas le jeu, en fait. C'est vraiment contourner un petit peu l'unanimisme obligatoire en Union européenne pour mettre une pression économique sur les pays récalcitrants. Et donc, Barley incarne un peu cet état de droit et cette Europe positive qui protège l'Europe de ceux qui ne jouent pas le jeu, encore une fois. C'est un discours qui est audible en Allemagne, cette protection justement de la démocratie libérale qui semble en France une préoccupation bien loin pour les Français. L'extrême droite est rentrée au Parlement fédéral en 2017, c'est relativement récent. Ça a été un véritable choc pour le paysage politique allemand de revoir de l'extrême droite au Parlement. L'extrême droite est dans tous les parlements régionaux qui ont un vrai pouvoir aussi en Allemagne. Donc l'impression d'avoir un danger imminent en Allemagne est récent et très fort. En France, on a tristement, j'ai envie de dire, l'habitude maintenant de voir une montée un peu inexorable de l'extrême droite, et qui est protéiforme. On a quand même plusieurs partis d'extrême droite. Les Républicains ont présenté leur liste. C'est pas une liste de centre-droit. Il y a quand même des historiques de la droitisation aussi des Républicains. Autrement dit, je crois qu'en France, on est plus habitué à ce discours anti-européen aussi, faut le dire, alors qu'en Allemagne, on voit quand même, je pense, plus l'Europe, comme une protection. Et donc, il est du ressort des Allemands de protéger l'Europe aussi contre ses détracteurs. Oui, parmi les noms sur la liste LR, on retrouve Brice Hortefeux, qui avait été au ministère de l'Intégration nationale créé par Sarkozy et qui porte une image très à droite, tout comme Nadine Morano. Jeannette. Pour finir, Benjamin Schreiber, on a entendu les points de convergence entre le PS et les sociodémocrates. Y a-t-il aussi peut-être des pommes de discorde ou des points sur lesquels les deux camps ne sont pas du tout alignés? On pense par exemple à la politique énergétique. Oui, la politique énergétique en fait partie, elle est même à la première place. Il y a d'autres questions qu'on avait déjà abordées, comme le rapport à la globalisation, au commerce et un certain nombre de choses, mais la grande question nucléaire est comme un obstacle à la coopération entre les deux partis. Je suis bien placé pour le savoir, puisqu'on réunit très régulièrement les parlementaires, députés, sénateurs d'un côté et députés SPD de l'autre du Bundestag, pour discuter tout un champ de politique publique, de propositions communes. L'ambiance est excellente, mais quand on commence à aborder la question de l'énergie, on se dit tout de suite qu'on va essayer de mettre l'accent sur les points positifs, à savoir la production des énergies renouvelables. Le PS a une position pas très lisible sur la question de l'énergie nucléaire, comme tous les autres partis du spectre politique, à l'exception des Verts. Ils ont toujours milité pour le développement du nucléaire, puis ensuite il y a eu le virage des années Hollande, où il y avait une relativisation de la part de l'énergie nucléaire dans le mix énergétique français. Aujourd'hui, je dirais que le parti est divisé entre certains représentants du parti qui considèrent l'énergie nucléaire comme une énergie de transition. C'est aussi par ce vocable que l'ancienne candidate à la présidentielle s'était exprimée quand il s'agissait d'évoquer l'avenir du nucléaire, et d'autres qui continuent de croire au développement de l'énergie nucléaire et qui ne sont pas véritablement opposés en interne à la politique et à la relance de l'énergie nucléaire de la part du gouvernement actuel. Merci Étienne Dubslav, merci Benjamin Schreiber, merci Jeannette. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Europa 2024.